Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. La France sur tous les fronts, une résolution choc pour soutenir l'Arménie et la reconnaissance historique de l'État de Palestine qui provoque un tollé en Israël et aux États-Unis. Le grand jeu du Caucase, la médiation géorgienne remise en question et un non responsable russe limogé pour ses louanges au président azerbaïdjanais. Et puis la fierté arménienne, un groupe folklorique censuré en Turquie, tandis que le champion Levon Aronian signe un retour triomphal sur l'échiquier mondial. Le dossier arménien s'invite avec force à l'Assemblée nationale française. À l'initiative de Laurent Wauquiez, la droite républicaine a déposé ce mardi une proposition de résolution visant à renforcer drastiquement le soutien de la France à l'Arménie. Mais cette résolution va bien au-delà d'un simple soutien. Elle contient des demandes très concrètes et des accusations graves. D'abord, le texte porté par Laurent Wauquiez condamne ce qu'il qualifie de procès arbitraire et exige la libération immédiate et sans condition des responsables politiques de l'Artsakh détenus à Bakou. Ensuite, il demande à l'Union européenne de conditionner toute coopération future avec l'Azerbaïdjan au respect des droits de l'homme. Enfin, et c'est un point crucial, il presse le gouvernement de finaliser la signature d'un partenariat stratégique avec l'Arménie, un partenariat qui couvrirait les volets politiques, militaire, économique et culturel. Et le texte va même plus loin dans son exposé des motifs en accusant l'Azerbaïdjan de mener, je cite, une politique systématique de négation de l'existence de l'Arménie qu'il qualifie de prolongement de la politique d'éradication de la population arménienne en Artsakh. Cette initiative, qui fait suite à une demande du CCAF, a été renvoyée à la Commission des affaires européenne où elle sera examinée. La France a un rôle historique et politique à jouer. En tant qu'ami de l'Arménie, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et acteur engagé dans la politique européenne de voisinage. Il est de sa responsabilité de soutenir les efforts de paix de la République d'Arménie et de promouvoir un partenariat stratégique avec elle fondé sur la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et le développement. Il convient également de faire entendre une voix forte pour la libération immédiate des prisonniers politiques d'Artsakh, dont la détention arbitraire prolonge le cycle de douleur et d'injustice dans la région. Ce qui se joue actuellement avec le procès de ces prisonniers arméniens participe à la volonté de l'Azerbaïdjan de mener une politique systématique de négation de l'existence de l'Arménie. Elle est un prolongement de la politique d'éradication de la population arménienne en République d'Artsakh et sur l'ensemble des territoires contrôlés par l'Azerbaïdjan, au même titre que la destruction systématique du patrimoine historique, culturel et religieux. Mais qui est Laurent Wauquiez, le député derrière cette initiative? Son nom n'est pas inconnu dans la communauté arménienne, bien au contraire. Il faut rappeler qu'avant d'être élu député, il présidait la région Auvergne-Rhône-Alpes qui englobe des villes à forte présence arménienne comme Lyon et Valence. Un engagement qui n'est pas nouveau. Déjà durant la guerre de 44 jours, il avait organisé l'envoi de 3 avions d'aide humanitaire depuis Lyon vers l'Arménie. Il fut aussi le premier dirigeant politique européen à se rendre à la frontière avec l'Artsakh durant les jours les plus sombres du blocus. Là, avec son propre téléphone, il avait filmé la situation et lancé un appel au monde pour venir en aide à une population menacée de famine. On est devant le corridor de Latchine et je voulais que vous puissiez voir derrière moi ce qui se passe. Derrière moi, vous avez une population de 150 000 Arméniens qui sont maintenant coupés de tout sur le territoire d'Artsakh depuis plus de 100 jours. Ils n'ont pas accès à de la nourriture, l'approvisionnement énergétique est catastrophique, l'approvisionnement des médicaments se fait uniquement par cette route avec seule la Croix-Rouge qui peut passer. Passons à un dossier qui retient toute l'attention des médias internationaux, un coup de tonnerre diplomatique. La France reconnaîtra l'État de Palestine. L'annonce historique a été faite ce jeudi soir par Emmanuel Macron. Elle sera officialisée en septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans la foulée, la France coprésidera avec l'Arabie saoudite une conférence internationale au plus haut niveau visant à relancer la solution
solution à deux États. Il faut enfin bâtir l'État de Palestine, a martelé le président français sur les réseaux sociaux. Il a réitéré ses conditions pour une paix durable, un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages, une aide humanitaire massive, mais aussi la démilitarisation du Hamas et la reconstruction de Gaza sous une autorité reconnue. Ces tendances interviennent alors qu'Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à la crise humanitaire catastrophique à Gaza. La France rejoindra ainsi les quelques 150 pays qui reconnaissent déjà l'État de Palestine, suivant la voie tracée en Europe par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Sans surprise, cette décision a provoqué un tollé en Israël et des critiques aux États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a immédiatement dénoncé une grave erreur qui récompense le terrorisme. Dans un communiqué cinglant, il a affirmé que de telles mesures unilatérales ne feront qu'éloigner la paix, saper la sécurité d'Israël et renforcer les extrémistes. Outre-Atlantique, le sénateur républicain Marco Rubio a fustigé une décision d'une profonde naïveté. Selon lui, le président Macron abandonne une fois de plus notre allié Israël et fait une dangereuse concession qui ne servira qu'à enhardir le Hamas et ses sponsors à Téhéran. Le Royaume-Uni salue cette décision historique qui réaffirme le consensus de la communauté internationale sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'établissement d'un État indépendant sur les frontières de 1967, a écrit le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Arabie saoudite a appelé les autres pays à prendre des mesures positives similaires. De son côté, le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a salué un développement positif qui contribuera à renforcer les chances d'une paix juste et globale dans la région. Avec cette décision, la France devient le premier pays du G7 à reconnaître l'État palestinien. L'écologie comme rare terrain d'entente. C'est le pari de la diplomatie arménienne, alors que Nicole Pachinian participe en Russie à un sommet consacré à l'environnement. Une conférence qui réunit en Altaï les chefs de gouvernement du bloc eurasiatique de la Russie au Kazakhstan. Devant ses partenaires, le Premier ministre a présenté l'Arménie comme un acteur de la préservation de la biodiversité. Un discours consensuel qui contraste fortement avec les tensions politiques qui secouent l'Alliance. Ce déplacement est donc scruté à la loupe. S'agit-il d'une simple parenthèse verte ou d'une tentative de renouer un dialogue devenu quasi impossible sur d'autres fronts? Arménie-Géorgie, Géorgie-Azerbaïdjan. Dans le Caucase du Sud, les relations se dessinent en duo, mais le trio peine à exister. Tbilissi se propose aujourd'hui en plateforme de dialogue pour apaiser les tensions entre Yerevan et Bakou. Mais la Géorgie peut-elle réellement jouer le rôle d'un arbitre neutre? Deux points majeurs sèment le doute. D'abord, son économie massivement dépendante des investissements turcs et azerbaïdjanais. Une dépendance qui, selon les experts, avoisinèrent les 70% de l'économie. L'exemple de l'industrie de la crème glacée est frappant. Les 5 usines du pays appartiendraient à des intérêts turcs. Ensuite, son attitude ambiguë durant la guerre de 44 jours. À l'époque, Tbilissi avait officiellement fermé son territoire au transit d'armes, mais dans les faits, son siège serait resté ouvert, permettant, selon plusieurs sources, le transport de mercenaires depuis la Turquie vers Bakou. La question se pose donc avec acuité. Un partenaire aussi lié économiquement et au passé si trouble peut-il être un médiateur impartial? Le Caucase du Sud n'arrive pas encore à former un triangle uni capable de parler d'une seule voix au monde. Nous avons de très bonnes relations Arménie-Géorgie et séparément Azerbaïdjan-Arménie.
Mais ce triangle ne s'est pas formé. Et ici, beaucoup de choses dépendent de la volonté constructive d'Aliyev. Et justement, Ilham Aliyev envoie son ministre des Affaires étrangères en mission à Tbilissi. Ils ont discuté des relations bilatérales, des questions de stabilité régionale et des relations arméno-azerbaïdjanaises. La Géorgie se dit prête à aider à la normalisation des relations, mais comme le souligne l'expert, il faut comprendre si Tbilissi veut être une simple plateforme ou un véritable médiateur. La Géorgie n'a ni le désir ni les ressources pour participer en tant que médiateur. Mais elle peut servir de plateforme où les parties peuvent se rencontrer. Selon les analystes, après la guerre de 2020, Tbilissi a compris qu'un nouveau pôle de puissance se formait à ses portes, un pôle qui pourrait aussi la menacer. Si l'on considère que près de 300 000 Azerbaïdjanais de souche vivent en Géorgie, constituant le deuxième groupe ethnique du pays, tout cela ne peut que les préoccuper. C'est pourquoi ils ont pris des mesures préventives pour rester actifs. Mais le véritable enjeu est économique. En comparaison, les liens économiques de l'Arménie avec la Géorgie ne pèsent pas lourd face au partenariat stratégique tissé entre Tbilissi et Bakou. Depuis les années 90, la coopération économique, les investissements massifs sur le marché géorgien, puis les infrastructures, gazoducs, oléoducs, chemins de fer, tout cela est passé du champ économique au champ politique, pour être consacré comme un partenariat stratégique. Faut-il y voir la main de Bakou ? Pas du tout, assure l'expert de la Géorgie, Johnny Melikian. Pour lui, les entraves au transit des produits arméniens en Géorgie n'ont rien à voir avec une quelconque pression azerbaïdjanaise. Plus largement, il estime qu'une tendance est apparue récemment, celle de surestimer systématiquement le poids de l'Azerbaïdjan et de son président. Un limogeage qui ressemble à une sanction politique. Mikhail Guzman, le directeur adjoint de la grande agence de presse d'État russe TASS, a été démis de ses fonctions par le Premier ministre russe. Si la raison officielle n'a pas été donnée, le moment de ce renvoi est tout sauf anodin. Il intervient quelques jours seulement après la participation de M. Guzman à un forum médiatique à Chouchi, en territoire azerbaïdjanais. Là-bas, il avait couvert de louanges le président Ilham Aliyev, le qualifiant de violoniste virtuose de la diplomatie. Un éloge qui a provoqué la fureur des commentateurs pro-Kremlin, d'autant plus qu'au même moment, Aliyev critiquait ouvertement Moscou. En clair, aux yeux du Kremlin, un haut responsable d'un média d'État n'a pas à applaudir la politique multivectorielle d'un dirigeant étranger, surtout en pleine crise diplomatique. La sanction est tombée rapide et sans appel. La culture arménienne censurée en Turquie. Le groupe folklorique Veradarts a été interdit de se produire au festival de Manzur dans la province de Tunceli. Le motif invoqué par les autorités, avoir brandi un drapeau arménien lors de l'édition 2019. L'interdiction, qui touche également deux autres groupes pour propagande terroriste, a été dénoncée par un musicien local comme une entrave au dialogue entre les peuples. Un roi n'abdique jamais. C'est le message envoyé par Levon Aronian au monde des échecs en remportant une victoire magistrale au super tournoi d'échecs à l'Étoile Fischer. Dans un pays où le jeu d'échecs est une seconde nature, le premier au monde à l'avoir rendu obligatoire à l'école. Chaque victoire d'Aronian résonne avec une force particulière, mais s'il joue aujourd'hui sous bannière américaine, sa victoire contre les plus grands de Magnus Carlsen à Hikaru Nakamura est célébrée comme celle d'un enfant du pays. Alors, que représente réellement cet exploit ? Est-ce le retour au sommet d'un champion que certains disaient fini? Et comment l'Arménie, terre d'échecs par excellence, perçoit-elle le triomphe de son héros, loin de la patrie? Le reportage de Meridan Eliane. C'est avec des actions rapides et une pensée plus fulgurante que tous les autres que Levon Aronian est devenu le vainqueur du tournoi d'échecs aléatoire Fischer. C'est l'une des plus grandes victoires de ma vie, et certainement la plus grande si l'on considère le montant du prix. Je suis donc extrêmement heureux et reconnaissant pour cette opportunité. Selon Agassi Inant, membre du conseil de la Fédération arménienne des échecs, la version Fischer est légèrement différente des échecs classiques. Ici, il est presque impossible de se préparer, car quelques minutes avant le début, un ordinateur décide de la position initiale des pièces. Cela signifie que dès le premier coup, les joueurs doivent faire preuve de créativité pure devant l'échiquier.
Remporter une compétition aussi relevée, face à des adversaires comme Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ou le prodige indien Arjun, contre qui il a également remporté une belle victoire, ce sont des triomphes impressionnants. De telles victoires ne sont jamais le fruit du hasard et prouvent que l'Evon se maintient toujours au plus haut niveau. Le fait de ne pas être au pays n'empêche pas Aronian de garder le contact avec les échecs et les joueurs arméniens, assurent ses anciens coéquipiers de longue date. Quand il vient, il peut tout à fait s'entraîner avec nos joueurs. Il est arrivé qu'il nous rejoigne pendant nos stages d'entraînement. Bien sûr, il n'a pas participé à nos tournois, mais nous avons échangé, nous avons travaillé ensemble. C'est comme s'il menait ses propres stages en parallèle des nôtres. Selon Agassi Inans, peu importe sous quel drapeau Aronian joue, il reste la fierté des échecs arméniens et de l'Arménie, une source d'inspiration pour les futurs joueurs. Levon Aronian a apporté de telles victoires à l'Arménie et aux échecs arméniens que peu importe aujourd'hui sous quel drapeau il joue. Quoi qu'il arrive, il est notre Levon Aronian. Et naturellement, les jeunes joueurs, en entendant parler de sa victoire, sont inspirés et feront tout pour ressembler à leur idole. La victoire d'un joueur d'échecs ne dépend pas seulement de ses connaissances et de son imagination. Une excellente préparation mentale et physique est également nécessaire, note l'entraîneur de l'équipe masculine, qui assure que l'Arménie a des talents capables de forger de telles victoires. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui, avec un bon travail et de bonnes conditions, auront, je pense, la possibilité d'atteindre ce niveau. Nous devons espérer et faire ce qui dépend de nous. Bien sûr, cela dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'un seul facteur. Fait intéressant, pour ses victoires historiques entre 2006 et 2012, toutes menées par Aronian, l'équipe d'Arménie avait été proclamée meilleure équipe du siècle par la FIDE. Ces victoires, en 33 ans, ont été l'œuvre d'à peine une dizaine de joueurs. Ce que je veux dire, c'est que former ou simplement avoir des joueurs de haut niveau n'est pas un processus continu. Mais il ne fait aucun doute que l'Arménie a des joueurs d'échecs promis à un bel avenir. Le fondateur de l'Académie d'échecs, évoquant le rôle du jeu pour les petits États, note qu'au-delà de la renommée, il est un bienfait pour la société tout entière. Le jeu d'échecs donne à une personne des qualités si importantes pour la vie et pour la société. Former des individus qui réfléchissent, qui ont une logique juste. Dans les pays où les échecs sont aimés et se développent, l'environnement change. Les gens deviennent plus logiques, plus prévoyants, plus patients, plus honnêtes, avec une pensée plus saine. Mais en qualifiant ce tournoi de l'une de ses plus grandes réussites, Aronian voulait peut-être faire passer un autre message. Le triple champion olympique, vainqueur du championnat du monde par équipe, double vainqueur de la Coupe du Monde et multiple prétendant au titre mondial, a peut-être voulu par cette victoire répondre à distance à tous ceux qui le disaient fini. Mary Danielian, Levon Voskanian, Open Media. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à ReNews sur Open Media. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne soirée.